Dernier point que j'aborde, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, avec un titre un peu bizarre, hein, 1 égale 2, ben vous savez bien que non, 1 n'est pas égal à 2, mais des fois si. Pas en mathématiques, hein, mais en chimie, c'est possible. Et pour expliquer ça, je vais partir d'un exemple. On prend notre solution de chlorure de sodium. Elle est à 29,2 grammes par litre. Ouais, j'ai fait exprès. Donc, une concentration en masse par volume. La masse molaire du chlorure de sodium, c'est 58,4. Mais je viens de dire comment on fait pour passer en mol par litre. C'est pas compliqué. On divise simplement la masse, les 29,2, par la masse molaire du chlorure de sodium. Et on obtient donc directement la concentration en mol par litre, la molarité. Voilà, facile. Mais pourquoi ils nous enquiquinent? Dire franchement, pour un exemple pareil, ce n'était pas la peine de nous retenir. Si, parce que vous savez, ou vous devriez savoir, que le chlorure de sodium, quand on le met en solution, on n'obtient pas des molécules de NaCl. C'est un composé ionique. Le NaCl, en solution, se décompose en ion Na+, et en ion Cl-. Et comme c'est un composé qui est extrêmement soluble, hein, il faut quand même déjà en mettre beaucoup pour qu'on n'arrive plus à le dissoudre. Et quand il ne se dissout pas, il ne se dissout pas, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne se décompose plus, simplement il ne se dissout plus. Mais c'est aux alentours de 200, 300 grammes par litre, ça dépend de la température. Donc beaucoup. Donc là, tout est dissous. Tout le chlorure de sodium que j'ai mis en solution est sous forme de Na+, et de Cl-. Ben donc les 0,5 mol par litre que j'ai écrit juste au-dessus, c'est idiot, puisqu'il n'y en a pas du NaCl. Ce que j'ai en solution, c'est que j'ai mis 0,5 mol de chlorure de sodium dans la solution, mais que dès l'instant où ça s'est dissous, ce que j'ai effectivement dans la solution, c'est 0,5 mol de Na+, et 0,5 mol de Cl-. Du NaCl, j'en ai pas. Ah, mais ça veut dire que, à cette question toute bête, quelle est la concentration en NaCl dans la solution? Je dois répondre quoi? Que du NaCl, il n'y en a pas? Oui, c'est vrai. Que quand j'ai préparé la solution, j'ai mis 0,5 mol de NaCl par litre, ce qui sera tout simple pour moi si je veux la refaire. Hein. D'accord? Je prends à nouveau une demi-mol, je la mets dans le truc et je sais faire. Ce qui n'est pas faux, c'est même carrément exact, et c'est pratique pour moi si je veux refaire la solution. Ou je dois dire que dans la solution, j'ai 0,5 mol de l'une plus 0,5 mol de l'autre, donc 1 mol par litre de soluté. C'est parfaitement exact aussi. Et c'est quoi la bonne réponse? Ben, les trois, et ça dépend, dans les faits, exactement de quelle était la question. Et là, la question, elle est imprécise. Je ne sais pas répondre à cette question-là parce que je ne sais pas exactement ce qu'on me demande. Ce qui est présent en termes de NaCl, ce que j'ai utilisé pour préparer la solution, ce qui est physiquement présent dans la solution maintenant qu'elle est faite. Je ne sais pas ce qui m'est demandé. Ça peut être n'importe laquelle de ces trois réponses-là. Et elles sont les trois parfaitement valides. D'accord? La dernière réponse qu'on a là, c'est-à-dire la concentration totale en soluté, histoire de la distinguer des autres, on lui donne un nom particulier. On appelle ça non pas une mol, on appelle ça une osmol. On verra pourquoi et d'où vient le os qui est dans mol plus tard, plus loin dans le cours. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une osmol. Sous-entendu, ce n'est pas la concentration d'une seule espèce, c'est la concentration cumulée de toutes les espèces qui sont effectivement présentes dans la solution. Et donc, dans le cas présent, puisque du NaCl, il n'y en a pas, c'est la somme des concentrations du Na+, et du Cl-, d'accord, dans la solution. Bon. Je regarde juste l'heure qu'il est. Oui, c'est bon. Cette osmol, sa définition, normalement, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le blabla que je viens de dire, hein.
les machins qui sont en solution. On lui donne cette définition-là. Mais dans cette définition-là, il y a deux termes qui, pour l'instant, dans le cadre de mon cours, sont incompréhensibles. D'accord? Osmotiquement et idéal. Je ne les ai pas définis. Donc cette définition-là, elle ne nous sert pas à grand-chose. Et on va plutôt prendre la définition qui marche bien, quelque chose qui marche bien, c'est je mets un soluté en solution. S'il se décompose, je dois tenir compte des produits de décomposition. S'il ne se décompose pas, c'est bon. Hein. Voilà. De toute façon, j'en ai mis une molle, j'en ai une molle dans la solution. Mais s'il se décompose, je dois tenir compte du fait qu'il se décompose. Et donc là, je vais prendre le composé A, c'est n'importe quoi, qui se décompose en B et en C. On a des coefficients stoichiométriques, c'est histoire de compliquer les choses. Et puis vous avez vu qu'entre A et ses produits de décomposition, c'est un équilibre. Ce n'est pas une réaction qui est totale, comme tout à l'heure. D'accord? Je vais poser, juste pour simplifier mes calculs, que B plus C, ça fait P. Vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Donc c'est le nombre de particules. Voilà. J'étais parti de 1 et j'arrive à 5, par exemple, si j'ai 2 et 3. Je vais partir d'une quantité quelconque, je note juste Na, du produit qui va se décomposer. Une fois que je serai arrivé à l'équilibre, une partie de ce composé sera dissociée. Combien? Ici, je ne vais pas choisir, je vais juste dire que c'est une fraction que je vais noter alpha. Alpha peut varier de 0 à 1. Si c'est 0, le produit ne se décompose pas, puis je n'avais pas à écrire ça. Si c'est 1, le produit se décompose complètement, c'est le cas du NaCl de tout à l'heure. Et si c'est n'importe quoi entre les deux, c'est qu'on a une décomposition qui n'est que partielle. Mettons que ce soit 0,5, ça veut dire que la moitié des molécules se décomposent. Voilà, donc c'est un chiffre entre 0 et 1. Est-ce que vous le connaissez a priori? Non, ça c'est des expériences qui vont nous dire à quoi c'est égal. Donc ça veut dire que si on est dans le cadre d'un exercice, d'un examen, c'est un chiffre qu'on vous donne, d'accord? On vous dit que le composé se décompose à 75%, et donc alpha c'est 0,75, voilà ce que ça veut dire. Okay? Maintenant, on va essayer, parce que c'est ça qui nous intéresse, de savoir combien il y en a dans la solution. Il y en a une partie qui ne va pas se décomposer, une partie qui va se décomposer. Mais au total, on obtient combien? On va simplement additionner tous les termes qui sont sur la ligne de à l'équilibre j'ai tant. Donc ça fera le premier terme, plus le deuxième, plus le troisième. Vous voyez que sur la dernière partie, on a des termes qui sont en commun, donc on peut les associer et on va obtenir P alpha Na. Pourquoi P? Parce que j'ai marqué juste au-dessus, vous vous rappelez, que P c'est A plus B. Donc voilà, donc j'ai P qui est apparu ici. Vous voyez que là aussi, j'ai encore des termes en commun. J'ai le Na, entre autres, qui est en commun, je le mets devant, je factorise. On pourrait s'arrêter là, et moi, celle-là me va très bien. La plupart du temps, et dans la plupart des sources et des bouquins, on factorise également le terme alpha à l'intérieur, et donc l'équation que vous allez retrouver la plupart du temps, qui permet de déterminer donc le nombre de particules effectivement présentes dans la solution. Quand on connaît le facteur de dissociation, alpha, le nombre de particules produites, P, et ça c'est pas dur, c'est juste l'équation qui nous le donne, d'accord? C'est cette équation-là. Vous n'essayez pas de l'apprendre, hein. Elle est quelque part dans votre cours et vous savez où elle se trouve, d'accord? Et vous savez ce à quoi correspond alpha, ce à quoi correspond P. Donc ça veut dire que quand vous avez l'équation de dissociation, on vous a dit que ça se dissociait à 75%, vous savez calculer ce truc-là. Et donc vous savez calculer l'osmolarité, ou l'osmolalité, on va le voir après, d'une solution quand on en connaît la molarité. Voilà. Parce que ce truc-là, ce machin-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Van 't Hoff, d'accord? Ça nous permet de savoir que, par exemple, pour le chlorure de sodium, on forme deux particules. La dissociation, c'est 100%. Vous faites le calcul là, on va trouver 2. Quand j'ai une mole de chlorure de sodium, j'ai 2 moles de particules dans la solution. Voilà, c'est tout bête. OK? Donc ça, on peut l'utiliser dans les faits de deux manières différentes. Si ce nombre de moles, d'osmoles, je le divise par un volume, des moles divisés par un volume, c'est normalement une molarité. Donc là, on dira
en mettant ça sur le côté, hein, donc le nombre de moles total divisé par V, c'est la molarité, fois le coefficient de Van 't Hoff, ça, et on le note en général oméga, moi je prendrai la peine de le noter oméga, donc la concentration c'est l'osmolarité oméga, mais ce n'est pas normalisé, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'osmolarité, puisqu'on est parti de la molarité. Si le nombre d'osmoles, on le divise par la masse de solvant, eh bien on fait apparaître le nombre de moles du composé sur la masse de solvant. Ça, c'est la molalité, avec un L, et donc ce que l'on obtient, c'est, et on met oméga bar, la plupart du temps, c'est ce que j'utiliserai moi, c'est l'osmolalité. Est-ce que ces concentrations-là ont de l'intérêt? Oui, elles sont fondamentales pour pas mal de propriétés. Toutes les propriétés d'une solution qui dépendent de l'osmolarité ou de l'osmolalité sont des propriétés qui sont dites colligatives. Je ne l'ai pas écrit, mais il y a 2 L à colligative. D'accord? Et ces propriétés-là sont très, très, très importantes dans les domaines de la biologie, de la biochimie. Fondamentales. D'accord? La plus importante de ces propriétés colligatives, c'est celle qu'on appelle l'osmose, la pression osmotique. Et maintenant que j'ai dit ça, vous voyez pourquoi on appelle ça osmolarité, osmolalité. Ça vient justement de cette propriété-là. Et on s'arrête ici. Je vous remercie de votre attention.